Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Parce que la population vieillit, parce que les bons emplois se font de plus en plus rares, parce que la dette nationale augmente, parce que nos rues sont toutes défoncées, etc., les Québécois croient que le Québec est en déclin. Ils ont raison, c'est vrai. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est encore pire ailleurs. La crise, elle est planétaire. Et le plus grave, c'est qu'on ne risque pas d'en sortir de sitôt, étant donné qu'elle a une origine environnementale. Les êtres humains sont tout simplement devenus beaucoup trop nombreux sur la planète pour les ressources disponibles. De plus, comme leur consommation n'arrête pas d'augmenter, les environnements naturels qui sont censés absorber toute la pollution produite sont en déclin rapide à peu près partout. Déjà, en 1970, les experts nous avertissaient que les forêts reculaient, que les déserts avançaient, que les océans se vidaient, qu'il y avait des pluies acides, que des milliers d'espèces étaient en train de disparaître, etc. Or, c'est 10 ans après 1970, c'est-à-dire vers 1980, que la Chine, qui est plus peuplée que tout l'Occident, s'est lancée dans une spirale de développement sans fin. Si vous regardez bien le tableau que je vous fournis ici, vous allez avoir la croissance économique chinoise entre 1980 et 2016. Ça, ces chiffres-là, ils viennent du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ce qu'on voit, c'est la croissance du produit intérieur brut de la Chine en milliards de dollars US. Ça, c'est en valeur actuelle et en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que c'est corrigé de l'inflation et ça donne le pouvoir d'achat de cet argent-là. Or, ce qu'on voit, c'est qu'en 1990, la Chine produisait et consommait comme 3,7 Chine de 1980. En 2000, c'était 12 Chine de 1980. En 2011, c'était 46 Chine de 1980. En 2016, ça va être 75 Chine de 1980. Puis si on continue, dans 10 ans, ça va être plus que 100 Chine de 1980. Et dans 20 ans, plus que 200 Chine de 1980. J'arrête là parce que ça serait bête de continuer. C'est pas tout. Les 5 autres milliards de pauvres de notre ancien tiers-monde, qui continuent d'augmenter en nombre, ont tous décidé de copier la Chine et se sont tous lancés dans une spirale de développement pour réaliser chez eux le rêve américain. C'est-à-dire qu'ils veulent tous deux maisons, 2 voitures, 2 TV, 2 ordinateurs, 2 enfants, 2 femmes, etc. Il suffit de savoir ça pour comprendre que c'est impossible et que le système va casser à relativement brève échéance, c'est-à-dire dans les mois qui viennent. Quand je vous dis ça, votre intelligence enregistre le fait. Mais votre cœur refuse de le faire, parce que vous n'avez pas du tout l'intention de vivre les conséquences de ce que je suis en train d'expliquer. Pour se défendre contre l'angoisse qu'ils ressentent quand je dis ça, il y a des gens qui me disent « Dis donc, as-tu une boule de cristal pour faire ces prédictions-là? » Mais non, pas besoin de boule de cristal. C'est vrai, personne ne peut prévoir avec précision des petits événements comme les soubresauts de la bourse ou quel va être le numéro gagnant de la prochaine loterie. Mais n'importe qui peut faire des prédictions très précises pour tous les événements qui sont produits par d'énormes quantités d'énergie. Par exemple, même un enfant peut prévoir avec une probabilité qui approche les 100% que le soleil va se lever demain ou que le printemps va succéder à l'hiver. C'est exactement la même chose avec la crise qui s'en vient, étant donné les fantastiques quantités d'énergie que les êtres humains sont en train de dépenser pour s'enrichir. Trompez-vous pas, j'ai vécu dans le tiers-monde, dans beaucoup de pays, et ces gens-là ont tous assisté à des films et des séries télévisées où ils pouvaient voir la richesse occidentale. Et ils ont tous décidé de s'enrichir, et c'est une volonté totale. N'importe quel gouvernement qui va essayer de les empêcher de le faire va faire face à une révolution. Pour ces gens-là, la protection de l'environnement et le sauvetage de la planète, c'est assez loin dans leurs préoccupations. Ça veut donc dire que la crise est inévitable. Est-ce qu'elle va être lente et progressive ou est-ce qu'elle va ressembler aux catastrophes qu'on voit dans les films d'Hollywood? Dépendant des pays, ça va probablement être un mélange des deux. Mais ce qui est absolument certain, c'est que ça va être une crise de décroissance. Pire, comme nos environnements naturels sont en déclin rapide, notre décroissance économique et démographique va devoir être encore plus rapide de façon à permettre à la planète de se régénérer et de permettre à l'humanité de survivre. Évidemment, là, j'anticipe sur la série de vidéos que je suis en train de préparer sur le sujet que je vais vous présenter dans les prochains mois. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des conséquences
que va avoir cette fameuse crise sur un projet comme celui d'indépendance du Québec. Parce que vous pouvez être sûr d'une chose, dès que la crise va commencer, même nos leaders souverainistes vont reprendre la vieille rengaine fédéraliste en nous disant « Ben là, c'est pas le temps de faire l'indépendance, on a assez de problèmes. » Ça, c'est basé sur l'idée que l'indépendance, c'est pas vraiment avantageux, que l'indépendance, c'est coûteux. Alors, comme je l'ai montré dans la plupart de mes vidéos, l'indépendance, ça va être payant. C'est toujours urgent de devenir plus riche, surtout quand il y a une crise. La meilleure preuve que l'indépendance, c'est payant, c'est que parmi les 193 pays indépendants qu'il y a à l'ONU, il n'y en a pas un seul qui a même songé à faire machine arrière. Quand la crise va commencer au Québec, quand elle va atteindre le Québec, les Québécois vont être capables d'en atténuer les effets en faisant l'indépendance de façon à reprendre tout ce qui leur appartient. Les gens me disent, oui, mais il va aussi y avoir des coûts de transition. Presque pas, parce que le Canada anglais sait depuis longtemps qu'on prépare l'indépendance et s'est protégé en conséquence. Il nous a fait payer les frais de transition, déjà, en transférant à l'extérieur du Québec une grande partie de ce qui pouvait l'être. C'est la raison pour laquelle l'économie québécoise est surtout basée sur des entreprises ou des petites et moyennes entreprises qui appartiennent à des Québécois. Pour toute la partie de notre économie qui n'appartient pas à des Québécois, il y en a une grande partie qui est administrée à partir de l'Ontario. Le simple fait que nos vols internationaux aient été déplacés à Toronto donne une idée du formidable déclin qu'a pu connaître l'économie de Montréal et du Québec au cours des dernières décennies. À l'époque des bateaux, Montréal était la véritable porte d'entrée du Canada. C'est là qu'arrivaient les immigrants, les biens, les importations, etc. De nos jours, les avions se posent plutôt à Toronto et Montréal est devenue une ville secondaire. Avec l'indépendance, on va pouvoir rapatrier tout ça avec tous les gros salaires qui vont avec. Les profits vont être presque immédiats. Les gens disent, oui, mais pendant ce temps-là, il y a d'autres entreprises qui vont quitter le Québec, vont partir en Ontario. S'ils disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que je suis en train d'expliquer. Les économistes divisent une économie moderne en 3 secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur primaire qui s'occupe de l'exploitation des ressources naturelles comme l'eau, le bois, les mines, l'électricité. Par nature, les industries du secteur primaire ne peuvent pas déménager. Le deuxième secteur de l'économie, c'est le secteur secondaire, celui des usines. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'une usine, ça coûte cher à construire et à déménager. Sa construction se produit toujours après un calcul économique rigoureux qui tient compte de toutes les variables. Le prix des terrains, le niveau des salaires, les taxes à payer, le français, le fait que le Québec peut devenir souverain, etc. Quand un homme d'affaires construit une usine ici, c'est pas pour nos beaux yeux, c'est parce que c'est plus payant de la construire au Québec que d'aller la construire en Ontario ou dans l'État de New York, par exemple. Il y a autre chose. Avec l'indépendance, le peuple québécois va pouvoir commencer à agir comme un peuple normal en imposant des péages à tous ceux qui traversent son territoire en abîmant ses infrastructures. Ça veut dire qu'un entrepreneur qui va avoir une usine en Ontario va être obligé de payer pour remonter le fleuve Saint-Laurent et de payer encore pour le redescendre, ce qui va l'inciter à essayer d'éliminer ces dépenses-là en installant ses futures usines directement au Québec. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour un entrepreneur, toute dépense éliminée, ça se transforme en profit qu'il met directement dans ses poches. Ça veut donc dire qu'avec l'indépendance, les Québécois vont faire de l'argent avec les péages, et qu'en plus de ça, ils vont obtenir encore plus d'emplois, ce qui va être vraiment important en période de crise. Autrement dit, il va se produire exactement l'inverse de ce que la propagande fédéraliste essaie de vous faire croire. Le troisième secteur de l'économie, c'est le secteur tertiaire, celui des services. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises de services sont totalement dépendantes des populations au milieu desquelles elles sont installées. Si la Banque de Montréal ou la Sun Life décidait après l'indépendance de quitter le Québec pour partir en Ontario, elle perdrait le marché québécois sans être capable d'obtenir de nouvelles parts de marché en Ontario qui sont toutes occupées. Pire, ce serait des entreprises du Québec, par exemple Desjardins, qui prendraient leur place au Québec et leur profit. Autrement dit, les entreprises de services ne déménageront pas du Québec. En fait, c'est le contraire, étant donné qu'un gouvernement du Québec
souverain va être beaucoup plus puissant et va pouvoir obliger ces entreprises-là, par voie de réglementation, à gérer l'économie du Québec à partir de Montréal. La Bourse de Montréal, les vols internationaux vont revenir chez nous. On va être encore gagnant. En faisant l'indépendance, on va tout simplement rétablir la situation normale, économique normale, qui veut que la richesse parte du centre d'un continent et descende vers les côtes en suivant la pente naturelle du continent, de façon à ce que les populations puissent accumuler le maximum de petits profits. C'est parce qu'une économie fonctionne toujours comme ça, que partout sur la planète, des grandes villes comme Montréal sont bâties au fond d'un trou et, si possible, près d'un fleuve, près d'un lac ou près des océans. Dans un contexte de crise environnementale, partout sur la planète, les entreprises vont être obligées par les gouvernements à payer la totalité des coûts reliés à leurs activités, dont les coûts environnementaux. En fait, c'est déjà commencé avec le marché des crédits de carbone que la communauté internationale est en train de mettre en place pour inciter tout le monde à réduire au minimum la pollution. Les crédits de carbone, c'est des droits de polluer que des entreprises et des pays qui polluent peu peuvent vendre à des entreprises et des pays qui polluent beaucoup. Pour un Québec indépendant, les crédits de carbone, ça va être vraiment très payant, étant donné que le Québec utilise une énergie électrique propre, l'hydroélectricité, et que notre parc de voitures est composé de voitures plus petites. Ce qui fait que le Québec améliore de beaucoup la moyenne environnementale du Canada anglais, qui lui produit un pétrole sale avec les sables bitumineux de l'Alberta. Au moment de l'indépendance, le Québec, qui va maintenant être seul, va voir son bilan augmenter brutalement, alors que le bilan environnemental du Canada anglais va baisser brutalement. Ce qui fait que, de façon directe ou indirecte, le Canada anglais va être obligé de nous acheter chaque année à coups de milliards des crédits de carbone. Ces profits-là vont venir s'ajouter aux profits, les différents profits qu'on va tirer des péages dont j'ai parlé. Les gens disent, mais avec votre idée d'installer des péages, vous devenez pas mal agressif. Mais non, être agressif, c'est pas de reprendre ce qui est à nous. Être agressif, c'est pas d'agir comme tous les peuples qui sont dans la même situation que nous. Par exemple, le Panama ou l'Égypte, qui chargent des frais pour utiliser leur voie maritime. Être agressif, c'est attaquer un autre peuple à coups de canon pour ensuite pouvoir traverser gratuitement son territoire pendant un quart de millénaire. Les péages dont je parle, c'est pas un mauvais tour qu'on va jouer au Canada anglais, c'est pas du vol, c'est ce que ça coûte. Que le Canada anglais nous paie ce que ça coûte de traverser le Québec, un point c'est tout, c'est une simple question de justice économique. C'est exactement la même chose quand je dis qu'un Québec souverain devrait protéger totalement les droits des anglophones, mais devrait leur enlever des privilèges, que les Anglo-Québécois gardent ce qui est à eux et qu'on reprenne ce qui est à nous. C'est juste une question de morale et de justice. Dans un contexte de crise environnementale où tout le monde va chercher à réduire les coûts environnementaux, le Québec souverain va devoir faire beaucoup mieux que de simplement se débarrasser du gouvernement d'Ottawa qui dépense beaucoup d'énergie et d'argent pour essayer de maintenir uni un immense pays démesurément allongé comme le Canada habité. Le Québec souverain va devoir participer à la création d'un gouvernement continental et d'un gouvernement mondial efficace dont le mandat va être de s'occuper d'une foule de problèmes extrêmement coûteux et dommageables dont personne ne s'occupe actuellement. Par exemple, le problème de la pollution transfrontalière, le droit des océans, le droit de l'espace, le contrôle des multinationales ou de la criminalité internationale, etc. Si l'humanité, au cours des dernières décennies, a créé la Communauté économique européenne, l'Organisation des États africains ou l'ONU, c'est parce que ça répondait à un besoin précis. Si ces organisations-là ont présentement des problèmes, c'est parce qu'elles ont été mal conçues. À peu près personne, par contre, ne demande de se débarrasser d'organisations internationales aussi indispensables que la Croix-Rouge internationale, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO ou la Cour internationale de justice. Bien sûr, une telle réorganisation du monde va rencontrer des résistances, de la part des gens qui ne sont pas habitués à une pareille idée, mais également de la part de beaucoup de gens en place, par exemple ceux qui vont appartenir à la bureaucratie fédérale canadienne.
Ça, c'est tout à fait normal, étant donné qu'une des caractéristiques de la bureaucratie, c'est de toujours lutter pour survivre aux besoins qui lui a donné naissance. Dans le cas du gouvernement fédéral canadien, son élimination va être favorisée par le fait qu'il ne contrôle pas vraiment le seul élément qui ait assuré l'unité du Canada depuis la conquête de 1760. Je veux parler de l'immigration internationale. Parce que c'est l'immigration de masse qui, depuis 255 ans, a maintenu le Québec en déséquilibre et l'a empêché de devenir un pays souverain. Avec la crise de décroissance qu'on va connaître, le chômage va exploser, ce qui va mettre un terme probablement définitif à cette immigration de masse, et ça à peu près partout au Canada, exactement comme ça a été le cas lors de la décennie 1930, pendant la Grande Crise, et ça c'est à l'échelle de l'Amérique du Nord. Puisque j'effleure le sujet, j'aimerais dire quelques mots sur la fable concernant le fait que le Canada est tellement vaste que son destin est de contenir un jour des centaines de millions d'habitants. Si le Canada avait été destiné à devenir très peuplé, il le serait devenu du temps des Autochtones, dont les ancêtres sont partis de l'Alaska et ont simplement traversé le Canada pour aller fonder des empires très peuplés au Mexique, au Yucatan et au Pérou. De nos jours, la technologie n'a pas changé grand-chose à l'affaire. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer le Canada à la Sibérie. Aussi bien le Canada que la Sibérie appartiennent à la même bande climatique, ils sont à la même latitude, et ils ont une diversité de climats qui se ressemblent. Il s'agit de deux vastes territoires nordiques, très froids, qui sont très riches en ressources naturelles, et où les fleuves, notamment dans la partie centrale, coulent vers le nord. La superficie de la Sibérie ressemble à celle du Canada, de même que la quantité de sa population. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que aussi bien le Canada que la Sibérie ont été colonisés et peuplés par des Européens dans un sens est-ouest. Et ces immigrants-là ont été se concentrer massivement dans la partie la plus chaude des territoires, c'est-à-dire dans une longue bande de sens est-ouest qui se rend jusqu'à l'océan Pacifique. La chose importante à comprendre, c'est que la Sibérie, comme le Canada, est située juste au nord d'une immense superpuissance riche et peuplée, la Chine, qui n'a jamais cherché à l'envahir ou à la peupler au cours de 5000 ans d'histoire. La raison de ça est très simple, c'est que les êtres humains sont des animaux tropicaux qui acceptent d'aller vivre dans des pays très froids uniquement si c'est très payant. Or, le Canada s'est peuplé parce qu'il était riche. Lorsqu'il va devenir pauvre, il va perdre tout intérêt pour les immigrants. Si, de nos jours, le Québec reçoit 55 000 immigrants par année, c'est parce qu'il est toujours relativement riche, mais également parce que du fait de notre dénatalité, nos fédéralistes se disent qu'ils ont enfin une chance de nous détruire en tant que peuple. Bien sûr, ça ne marchera pas plus aujourd'hui que ça a fonctionné au cours des derniers siècles, à cause de notre climat, justement, à cause des deux langues compliquées à apprendre que sont le français et l'anglais, et à cause de notre pauvreté relative qui vont encourager nos immigrants à repartir vers l'ouest, notamment dans le cas de tous ceux qui ne parleront pas français. Quant à ceux qui vont rester ici, leurs enfants vont marier les nôtres et leurs petits-enfants vont devenir des Québécois de souche qui vont avoir les mêmes intérêts que tout le monde et qui, par conséquent, vont arrêter de nuire. Quand ça va arriver, l'indépendance du Québec, du Canada anglais, va devenir quelque chose de tout à fait normal et inévitable. Quand l'immigration massive va s'arrêter, vous pouvez être certain que les Canadiens anglais vont redoubler de propagande pour convaincre les Québécois de ne pas se séparer, parce qu'ils vont se rendre compte qu'aux immenses coûts de la crise pourrait s'ajouter tout ce que leur coûterait l'indépendance du Québec. À ce moment-là, ça serait le fun si les chefs souverainistes avaient arrêté de croire à cette propagande-là. S'ils arrêtaient, par exemple, de nous dire qu'il faut d'abord mettre les finances du Québec en ordre avant de faire l'indépendance. Autrement dit, il faut ramasser beaucoup de sous pour payer les immenses dépenses que ça va occasionner. Si les chefs souverainistes étaient vraiment sincères dans ce qu'ils nous disent, ils diraient plutôt qu'ils vont se hâter de faire l'indépendance pour se servir des profits que ça va produire pour remettre le Québec sur pied. En passant, c'est pas ce que font tous les partis fédéralistes, aussi bien à Ottawa qu'à Québec, de s'occuper des finances publiques. En quoi ça va améliorer la situation si le Parti québécois passe lui aussi plusieurs années à se faire détester en coupant dans les services, dans les salaires ou dans les pensions? Ça, c'est la meilleure stratégie possible pour continuer de perdre.
La vérité, c'est que depuis l'invention de la stratégie étapiste dans les années 1970, les chefs souverainistes sont en conflit d'intérêts avec les militants qui travaillent gratuitement pour les faire élire. Parce que la priorité des chefs souverainistes, c'est de se faire élire, si c'est nécessaire, en cachant la souveraineté pendant toutes les années qui passent dans l'opposition, alors que le but des militants, c'est de faire l'indépendance. Ça en est rendu au point où les chefs fédéralistes narguent les chefs souverainistes en leur disant « On a convaincu la population qu'elle ne voulait pas de référendum, alors si vous en promettez un, vous ne pourrez jamais vous faire élire, et on est au pouvoir pour l'éternité. » Ce qu'on veut, nous, les militants, on veut que les chefs souverainistes arrêtent de nous raconter des sornettes sur le supposé danger de perdre un troisième référendum. Il n'y en a pas de danger. On s'en fout de perdre. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une chance de gagner. Ce qu'on veut, c'est que nos chefs promettent de faire un référendum au début de mandat, qu'ils passent les 4 années d'opposition à convaincre la population que l'indépendance est payante, qu'ils laissent les libéraux s'user au pouvoir pour finalement le perdre à la prochaine élection. Donc à gagner l'élection, qu'à faire le référendum, à le gagner, à faire l'indépendance et à enrichir les Québécois avec les profits de l'indépendance. On est un des rares peuples sur la planète à posséder une telle réserve de richesse pour faire face à la crise qui s'en vient. Alors profitons-en. Comme d'habitude, j'ai mis une bibliographie à la fin de la vidéo pour que vous puissiez vérifier les statistiques que je vous ai données. J'ai également besoin, comme d'habitude, de votre aide pour diffuser cette vidéo largement autour de vous. Je vous en remercie à l'avance et je vous salue.